Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux samedi. Salut à vous tous, je vous souhaite un merveilleux week-end la famille. Une autre vidéo statique, je préfère commencer mon samedi avec cette vidéo statique. N'oubliez pas que ce soir je serai en stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord, on va parler Hadoki. Un invité spécial ce soir, Anis, le cofondateur de Hadoki. Il va nous présenter des nouvelles confidentielles et j'ai vraiment hâte ce soir. Le stream que j'ai fait hier sur Twitch et le stream que j'ai fait jeudi sur le Discord, le Biggie Show, je vais mettre leur rediffusion la semaine prochaine sur YouTube. Ok? Donc on commence live. Vidéo statique. Et n'oubliez pas les gars qu'on est le 4 novembre. Donc c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. So venez dans le Discord si ça vous intéresse la vérité. On commence live. XRP désormais disponible dans 72 pays avec un PIB combiné de plus de 8000 milliards de dollars. 72 pays. Et bientôt, il sera disponible dans tous les pays de ce monde. Pourquoi? XRP est un mécanisme de règlement universel, planétaire, que chaque pays, chaque banque centrale, chaque institution financière va utiliser. Et la majorité d'entre eux vont au rôle de XRP. XRP a des solutions que chaque institution financière a besoin. Parce que comme vous le savez, les banques du monde entier, les institutions financières du monde entier ont des problèmes de capitaux, ont des problèmes de réserve et surtout des problèmes de liquidité. XRP a été créé pour ce genre de problème. XRP a été créé pour résoudre ce genre de problème, pour éliminer les intermédiaires, pour éliminer la friction et pour leur faire économiser sur chaque transaction. Sans parler du déblocage de liquidité, du déplacement de liquidité et bien sûr la création de la liquidité grâce au AMM, etc., etc., etc. Donc les gars, c'est l'actif le plus sérieux de tous les actifs qui existent dans ce monde. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis en train de comparer XRP à tel coin ou je compare XRP à XDC, non. Ce que je veux dire par là, c'est que les paiements transfrontaliers et la liquidité, c'est la colonne vertébrale de l'économie mondiale, du système financier mondial. Surtout la liquidité. Et XRP a été créé pour la liquidité, pour débloquer de la liquidité, déplacer de la liquidité et créer de la liquidité. Et c'est ça l'Internet de la valeur. Il n'y a personne sur cette terre qui est en train de pousser l'Internet de la valeur. C'est Ripple qui est le visage de l'Internet de la valeur. Ok? Donc les gars, ne soyez pas étonnés par tout ce qui se passe, par ce qui se passe là. Ne soyez pas étonnés par ce titre. Parce que ça, c'est des choses qu'on voyait venir. Et c'est des choses qui vont venir. Et c'est des choses qui vont s'amplifier encore et encore. Ok? Regardez le tweet que j'ai fait hier. Les clients ne veulent pas des pièces City Token ou JP Morgan Coin. Parce que là, je vous vois, il y a des gens qui viennent. Ouais, mais JP Morgan Coin va remplacer XRP. Ouais, mais le City Token va remplacer XRP. Les clients ne veulent pas un token venant d'une autre banque. Ils ne veulent pas ça. Les clients, ils veulent une liquidité interbancaire et transfrontalière. Et c'est le but de XRP. Les 72 pays que tu as vus dans le premier article, ils s'en foutent de JP Morgan Coin. Ils s'en foutent de City Token. Ils s'en foutent de n'importe quel token venant d'une banque. Ce qu'ils veulent, c'est un token neutre, qu'aucune juridiction ne contrôle, décentralisé, pas un token, un actif, c'est ce que je veux dire. Une monnaie supranationale qui va leur permettre de créer de la liquidité interbancaire, d'avoir de la liquidité interbancaire et transfrontalière. Liquidité entre actifs, liquidité entre devises, liquidité entre actifs tokenisés, entre stablecoins, entre CBDC, liquidité entre dépôts bancaires, liquidité entre règlements de sécurité, liquidité dans tout et n'importe quoi. Donc, plus on aura de la liquidité, plus on pourra avoir cette valeur digitale. Et plus on aura cette valeur digitale, plus on pourra la déplacer comme de l'information. Tu ne peux pas déplacer une valeur digitale comme de l'information sans liquidité. Donc la liquidité est l'épine dorsale de tout ce qui se passe. Et XRP, c'est pour ça qu'il a été créé. Ok? Donc, XRP peut désormais être disponible dans jusqu'à 72 pays de la région MEASA, Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, sans parler de l'Europe, sans parler de l'Amérique, sans parler de tous les pays. C'est le monde entier qui vont l'utiliser, croyez-moi. Suite à sa récente approbation réglementaire par Dubaï au sein du DIFC. Donc le DIFC,
N'oubliez pas que XDC Network est aussi approuvé par le DIFC. Ça veut dire que XDC Network peut être utilisé dans le Moyen-Orient, dans l'Afrique et en Asie du Sud. Crypto Basic a récemment révélé que la Dubai Financial Service Authority, l'organisme indépendant de réglementation des services financiers de Dubai International Financial Center, avait approuvé le XRP dans le cadre de son régime d'actifs numériques. L'approbation donnerait aux sociétés agréées axées sur la cryptographie, opérant au sein du DIFC la liberté d'offrir toutes les formes de services liés à la cryptographie pour XRP. Donc, n'importe quelle forme de service, ils peuvent n'importe quelle forme de service autour de XRP peuvent être proposés dans ces 3 régions, dans 72 pays. Donc, règlement instantané, paiement transfrontalier, liquidité, trading futures, etc., etc. Donc, beaucoup plus d'investisseurs qui vont connaître XRP, beaucoup plus de valeur qui va s'ajouter sur XRP, beaucoup plus d'intérêt qui va s'amplifier autour de XRP. Donc, c'est bon pour nous, ça, la famille. XRP est devenu le premier actif cryptographique auquel l'agence de régulation a obtenu l'approbation légale. XRP est devenu le premier actif auquel l'agence de régulation a obtenu l'approbation légale et réglementaire d'une application externe dans le cadre de son régime d'actifs cryptographiques au sein du DIFC. XRP est devenu le premier actif cryptographique auquel l'agence de régulation a obtenu l'approbation légale. Pourquoi? Parce que XRP, que tu le veuilles ou non, dans le monde entier, c'est le seul qui a une clarté officielle. Dans le monde entier, la vérité. Une vraie clarté. XRP rejoint d'autres actifs numériques tels que Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Quand tu compares XRP au Bitcoin, Ethereum et Litecoin, quel serait l'actif qui sera le plus utilisé par ces pays-là? En sachant que ces pays-là, en sachant que les banques dans ces pays-là, en sachant que les institutions financières dans ces pays-là font des paiements transfrontaliers every day, font des règlements instantanés every day. Ils veulent de la liquidité entre leurs devises every day. Ils veulent de la liquidité interbancaire every day, transfrontalière every day. Tu penses qu'ils vont utiliser Litecoin pour ça? Tu penses qu'ils vont utiliser Bitcoin pour ça? Tu penses qu'ils vont utiliser Ethereum pour ça? C'est XRP. Importance du développement. Il est intéressant de noter que des découvertes récentes ont confirmé que ce développement est plus crucial que la plupart des passionnés ne le pensaient initialement. Le rôle du DIFC en tant que centre financier de premier plan ne se limite pas à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis, mais étend son influence sur une vaste zone atteignant l'ensemble de la région MEASA. Et là, on parle de l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Israël, la Turquie, Qatar, les Émirats Arabes Unis, Dubaï. Sans parler de l'Asie du Sud, les Philippines, l'Indonésie, Malaisie, sans parler de l'Afrique, déjà l'Afrique du Nord, le Maroc, d'autres pays en Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. C'est le pays, là maintenant les États-Unis, l'affaire juridique qui va bientôt finir, sans parler du Canada, tu as les 5 plus grandes banques au Canada utilisent XRP, utilisent XRP, là on ne peut pas le savoir, mais ils sont connectés à RippleNet. Donc vous le savez que RippleNet, c'est le truc qui va remplacer Swift, c'est le prochain Swift. Et à l'intérieur de RippleNet, on peut utiliser XRP. Il n'y a aucun obstacle qui nous empêche d'utiliser XRP. Rappelez-vous que l'Arabie Saoudite utilise déjà RippleNet. Donc elle va juste maintenant utiliser XRP parce que XRP a été approuvé par la DIFC. Donc il n'y a aucun obstacle qui va les empêcher à utiliser XRP à travers RippleNet. Tu vois? Ces 12 pays-là, maintenant, ils peuvent utiliser XRP à travers leur système existant qui est connecté à un système blockchain, à la Corda Settler, par exemple, que lui, il offre à son tour un règlement universel avec XRP, ou bien ces pays-là peuvent avoir leur propre blockchain qui utilise le XRP Ledger, qui est connecté au XRP Ledger, ou bien ces propres pays-là sont sur RippleNet, tu vois. Et à l'intérieur de RippleNet, ils peuvent utiliser XRP sans aucun stress pour des règlements instantanés, pour économiser sur leurs transactions, pour plein d'autres choses, pour la liquidité interbancaire et la liquidité transfrontalière.
Donc la DIFC a joué un rôle déterminant dans la facilitation du commerce et des investissements dans la région MEASA. Il joue un rôle essentiel en reliant les investisseurs et les entreprises de MEASA au reste du monde. En conséquence, la clarté réglementaire de XRP dans le centre financier ouvre la porte à de multiples opportunités dans les 72 pays de MEASA. Il y a 3 ans, Ripple a établi son siège social MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord au sein du DIFC après avoir reconnu les opportunités potentielles qui pourraient décoller d'une opération au sein de ce hub. L'entrée de XRP renforce encore sa position au centre. Notamment, XRP garantit déjà la clarté réglementaire dans certains pays de la région MEASA avec des règles de cryptographie favorables. Néanmoins, la récente approbation du DIFC pourrait contribuer à renforcer sa notoriété dans la région, l'exposant à plusieurs sociétés MEASA domiciliées dans le DIFC. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on n'a plus besoin de Ripple. On n'a plus besoin de Ripple. Tu as vu? On a parlé de Ripple jusqu'à la fin. Mais Ripple n'est même pas mentionné ici, là. XRP est un actif décentralisé, est un instrument universel que n'importe quel pays peut utiliser. On n'a plus besoin de parler avec Ripple, de se connecter avec Ripple pour utiliser XRP. Maintenant, on a des fournisseurs de paiement qui utilisent XRP. On a des fournisseurs de paiement qui utilisent RippleNet. On a des institutions financières qui utilisent RippleNet. On a des banques centrales qui ont leur propre blockchain, qui utilisent une plateforme CBDC qui est connectée au XRP Ledger ou d'autres plateformes qui seront connectées au XRP Ledger. Donc, ils ont tous les moyens possibles pour utiliser XRP quotidiennement, comme ils veulent, quand ils veulent, pour économiser sur leurs transactions, pour débloquer de la liquidité, créer de la liquidité, déplacer de la liquidité, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas juste un seul coin où aller chercher XRP. C'est une toile d'araignée, l'interopérabilité. Donc, on peut utiliser XRP de partout. Tu vois? On avance ici. Un analyste explique pourquoi XRP devrait être la norme pour les envois de fonds transfrontaliers. Parce que XRP a été créé pour ça. Pour de la liquidité interbancaire et pour de la liquidité transfrontalière. Parce que si tu me dis JP Morgan Coin qui va utiliser pour les envois de fonds transfrontaliers, c'est centralisé. Quelle banque va utiliser un token venant d'une autre banque pour les envois de fonds? Les banques ne se font pas confiance. Tu comprends? C'est impossible. Donc, il nous faut un asset neutre, qu'aucune juridiction ne contrôle, décentralisé. Le seul sur cette terre, c'est XRP. On avance. L'auteur renommé de cryptographie Panos Mekras souligne l'attrait du XRP dans les règlements transfrontaliers. Mekras a utilisé X pour réagir à un article récent publié par Tranglo, partenaire de Ripple, qui a abordé 5 idées fausses sur les envois de fonds et les règlements transfrontaliers. Tranglo s'attaque aux idées fausses sur les envois de fonds. Dans cet article, Tranglo aborde l'idée fausse selon laquelle les banques sont la méthode la moins chère pour les envois de fonds transfrontaliers. Non, c'est qui dit ça? Comme quoi les banques sont la méthode la moins chère pour les envois de fonds transfrontaliers. Ben, avec le système qu'on a en ce moment, avec le système conventionnel qu'on a en ce moment là, tu ne peux pas avoir la méthode la moins chère en utilisant le système traditionnel que les banques utilisent en ce moment même. Il y a trop de friction, c'est impossible. C'est plus cher et ça prend plus de temps. Pour dissiper cette idée fausse, Tranglo a cité un rapport de la Banque mondiale de mars 2023, soulignant que les banques sont les prestataires de services les plus chers. Selon Tranglo, la Banque mondiale a déclaré dans son rapport que les envois de fonds en ligne via les banques coûtent en moyenne 12,1% par transaction, alors que la moyenne mondiale était environ 6,24%. Et avec XRP, on ne va même pas gaspiller 0,0001%. Pour vérifier cette affirmation, l'équipe de recherche de Tranglo a mené une étude interne authentifiant les données de la Banque mondiale. Selon les conclusions de Tranglo, les frais de transaction moyens mondiaux pour les banques traditionnelles et les passerelles de paiement varient de 3% à 7%. Avec Telcoin, c'est 2% déjà. Donc déjà, Telcoin, là, il nique tout le monde ici. Il est intéressant de noter que Tranglo affirme que ses utilisateurs payent des frais de transaction moyens inférieurs à 0,5% pour les envois de fonds transfrontaliers. L'auteur de Crypto affirme que les faibles frais alimentés par XRP devraient être la norme. L'affirmation de Tranglo a attiré l'attention du célèbre auteur de la cryptographie Mekras. L'analyste du secteur a souligné que les faibles frais de transaction de Tranglo sont possibles grâce au XRP et à la blockchain. Bien sûr, quand tu utilises la blockchain, tu as automatiquement des frais de transaction vraiment plus faibles. Mais quand tu utilises XRP, non seulement tu as des transactions plus faibles, mais tu économises énormément, plus de 70% sur chaque transaction. En outre, il a déclaré que les frais peu élevés de Tranglo devraient être mis en œuvre comme norme pour les règlements et les envois de fonds transfrontaliers.
Partenariat Ripple et Tranglo. Il convient de mentionner que Ripple est un partenaire majeur de Tranglo depuis mars 2021. À l'époque, Ripple avait acquis 40% des parts de la société pour étendre la portée de la liquidité à la demande aux clients de la région Asie-Pacifique. Ripple a pris ses décisions stratégiques sur la base de la demande croissante d'ODL, une solution qui exploite le XRP comme monnaie relais pour les règlements transfrontaliers. À la suite du partenariat, Tranglo a intégré la solution ODL de Ripple dans plus de 20 corridors. Donc là, on a Dubaï qui a approuvé XRP. Donc XRP peut se faire utiliser dans 72 pays. On a Tranglo qui utilise XRP dans 20 différents corridors. On a Mercury FX qui utilise XRP dans plusieurs corridors. On a Xago qui utilise XRP dans plusieurs corridors. On a Volonté qui offre, qui offre le règlement avec XRP. On a Corda Settler qui offre le règlement avec XRP. Corda Settler est connecté à tellement d'entreprises et institutions financières. Volonté, elle aussi, elle est connectée à plein de banques, etc. Donc vous voyez où je veux en venir là? N'importe où tu vas, tu pourras régler avec XRP. N'importe quel réseau que tu utilises, il va t'offrir l'option de régler avec XRP. Parce que XRP, ce n'est pas le compétiteur de tous les réseaux du monde, mais c'est un complément. Ok? C'est un complément que chaque réseau voudra offrir à ses clients. Que chaque réseau voudra offrir à ses utilisateurs. En 2023, Tranglo a révélé traiter plus d'1 milliard de dollars de transactions via l'ODL de Ripple. 1 milliard de dollars déjà. Donc le partenariat de Tranglo avec Ripple a aidé l'entreprise à étendre sa présence aux Émirats Arabes Unis. Comme indiqué précédemment, Tranglo a renforcé sa présence aux Émirats Arabes Unis en collaborant avec Al-Ansari Exchange, le plus grand envoi de fonds personnels à l'étranger du pays. Et Al-Ansari Exchange, lui aussi, c'est un fournisseur ODL, comme Bitso, comme Bitstamp, etc. au Moyen-Orient. On avance. La meilleure bourse américaine Uphold lance un cadeau de 50 000 XRP. L'échange Pro XRP Uphold offre une augmentation de 150% du prix XRP à 50 000 XRP lors de son concours XRP Sweepstakes de novembre. Donc si je comprends bien, ça a rapport avec le trading. Ouais, voilà, le trading. Donc là maintenant, la dernière fois c'était 20 000 XRP. Maintenant ils l'ont augmenté à 50 000 XRP là. Voilà. Donc si ça vous intéresse à trader, voilà, essayez, hein. Mais non, on ne sait jamais. Ben, si vous savez trader, si vous ne savez pas trader, oublie, oublie ça. Mais si tu sais trader, tente ta chance, on ne sait jamais. C'est 50 000 XRP quand même. Hein. Un rapport montre comment le fondateur de FTX, SBF, a perdu imprudemment 20 millions de XRP. Et le gars, il sera peut-être condamné à 115 ans de prison, hein, les gars. C'est même pas drôle. Et Jim Cramer, tu sais Jim Cramer, vous connaissez là Jim Cramer? Lui qui dit toujours que il faut toujours faire le contraire de ce qu'il dit. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit dernièrement? Il a dit non, Sam, il aura rien. On est good, t'inquiète pas, il va sortir, il va être libre. Et le mec, il va avoir 115 ans de prison. Ce gars-là, sur n'importe quoi il parle, il faut que tu fasses le contraire. S'il parle de la crypto, fais le contraire. S'il parle des marchés financiers traditionnels, fais le contraire. S'il parle d'un humain, s'il dit que par exemple il va pleuvoir aujourd'hui, il va faire soleil. Ce gars-là, n'importe quoi qu'il dit, c'est le contraire qui arrive. C'est incroyable. Jim Cramer, c'est incroyable. Wow, anyway, donc le mec il a perdu 20 millions de XRP, 4 millions de dollars pendant plusieurs semaines alors qu'il effectuait des transactions sur le compte Alameda Research. Et en plus, c'est même pas ces 20 millions de XRP à lui, c'est des XRP à des gens là, tu vois, c'est à des clients. Cela fait près d'un an, plus d'un an depuis le trimestre célèbre effondrement de FTX, passé d'un des plus grands écosystèmes cryptographiques au monde à une entité en faillite luttant pour rembourser ses créanciers. Une grande partie de la responsabilité a été imputée à la manière dont la bourse a mal géré les fonds des clients, un raisonnement qui continue d'être renforcé à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. Dans l'une de ces preuves récemment divulguées par un rapport du Wall Street Journal, montre que l'ancien PDG de FTX a géré de manière imprudente des fonds tout en gérant le compte de trading de la société sœur de la société Alameda Research. Donc à ce qui paraît, c'est 20 millions de XRP qu'il a perdu. Comment il les a perdus, je ne sais pas. Il est à noter qu'après plusieurs mois, Alameda a retrouvé le XRP manquant
BitHamp a reçu les 20 millions de pièces XRP sans aucune indication de la part de l'expéditeur sur leur appartenance. Pourtant, Alameda Research n'a pris contact pour récupérer les fonds qu'après une longue période. Donc, anyway, bref, le mec, il est dans la merde là, 115 ans de prison. Ciao, ciao. À ce qui paraît, c'est l'arnaque la plus folle après Enron. Beaucoup plus folle que Enron. Donc, c'est dans l'histoire, là. Ce gars-là, là, va rester dans l'histoire de l'humanité. Yo, c'est la meilleure façon pour brûler, pour niquer ta vie, la vérité. Il avait tout pour être une personne extrêmement riche. Même devenir un jour président des États-Unis. Il avait tout pour avoir la meilleure vie sur cette terre, la vérité. Mais quand t'es greedy, quand t'es gourmand, quand tu veux toujours plus et quand t'es diabolique dans ta tête, là, quand t'as un cœur noir, bah ouais, tu fais des mauvaises choses parce que t'es drivé par l'égoïsme, par le narcissisme, t'es drivé par une folie, tu vois. Et voilà, là, tu l'as pris dans le cul, là, maintenant. 115 ans de prison, vas-y. Bien fait pour ta gueule, la vérité. Voilà, j'ai aucune pitié pour lui. La Banque nationale de Géorgie choisit Ripple comme partenaire clé pour le projet pilote Digital Larry. Yo, là, les gars, ça devient de plus en plus fort, les gars. Les gars, attends, j'ai fait un autre tweet concernant ce truc-là aussi, là. Là, vous allez comprendre. Je suis en train de le chercher. Voilà. Les gars, là on parle de la Banque nationale de Géorgie choisit Ripple comme partenaire clé pour le projet pilote Digital Larry. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ripple. Pourquoi ça se traduit pas là? Pourquoi ça se traduit pas? Ah, ça se traduit pas. Bon, Ripple. Donc je vais le traduire ici. Je vais aller sur Ripple. Boum. Ripple devient le partenaire technologique du projet pilote Digital GEL de la Banque nationale de Géorgie. Ripple a annoncé 5 programmes pilotes avec des gouvernements et des banques centrales au Bhoutan, au Palau, en Monténégro, en Colombie, à Hong Kong et en discussion avec plus de 20 pays en ce moment même. Rappelez-vous que Dubaï, elle a approuvé XRP. On parle de 72 pays. Rappelez-vous que XRP, il a la clarté aux États-Unis. Rappelez-vous que le Canada roule sur XRP et RippleNet. Et c'est juste une question de temps pour que... On ne va même pas parler du Canada. Le Mexique, l'Uruguay, le Brésil, l'Inde. Même la Russie qui a testé XRP en 2018. Quand je vous dis que ça va être un mécanisme de règlement universel, que chaque pays, chaque banque centrale, chaque institution financière dans ce monde utilisera XRP. Ce n'est pas toutes les banques centrales qui vont créer leur CBDC sur le XRP Ledger. Ça, on s'en fout, ça. Mais toutes les CBDC seront bridgées par XRP. Toutes les CBDC, ceux qui sont en manque de liquidité, vont trouver de la liquidité en utilisant on-demand liquidity, donc XRP. Ok? Donc, on va lire l'article ici venant de Ripple. La Banque nationale de Géorgie a choisi Ripple, le leader des solutions de blockchain et de cryptographie d'entreprise, comme partenaire technologique officiel pour son projet pilote Digital Larry, GEL. Donc là, leur CBDC à eux. Le projet pilote expérimentera la technologie CBDC de Ripple et évaluera les cas d'utilisation pratique afin d'évaluer les avantages potentiels pour le secteur public, les entreprises et les utilisateurs de détail. Le succès de Ripple à la suite d'un processus de sélection compétitif a été annoncé par NBG. Donc ça, c'est Qatar, ça, NBG. Plus tôt dans la journée. Non, c'est pas Qatar, ça. NBG, c'est National... Ah, Géorgie. Ah, qu'est-ce que je dis, moi, Qatar? Géorgie. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Qatar. Ah ouais, Qatar, ça commence avec Q. Ouais, ma bad. NBG a expliqué avoir choisi Ripple pour soutenir son projet pilote national de monnaie numérique en raison de sa compréhension approfondie des objectifs et des cas d'utilisation du projet, ainsi que de son engagement total envers le succès du projet, la continuité durable des activités et une feuille de route claire pour le développement du projet, et une approche de déploiement progressif des cas d'utilisation. De plus, NBG a souligné l'expérience de Ripple dans la conduite de déploiement de projets pilotes réels, allant de l'infrastructure numérique CBDC principale au contrat intelligent et à la tokenisation. Bien sûr, avec le XRP Ledger, maintenant tu auras les contrats intelligents grâce à Xao Network. La tokenisation, elle est déjà là sur le XRP Ledger.
On le voit déjà qui commence à vraiment prendre de l'ampleur avec ce qui se passe à Hong Kong. On parle de tokenisation des titres domiciliés. Tu vois, sur le XRP Ledger, tu fais tout ce que tu as envie de faire. C'est pour ça qu'il a été créé. Il a été créé pour accommoder n'importe quelle institution financière qui se trouve dans ce monde. Tu vois, il n'y a aucune autre entité, aucune autre crypto, aucun autre projet crypto qui est à 100% pour le système bancaire et pour les banques centrales du monde. Aucun. La solution CBDC primée de Ripple, la plateforme Ripple CBDC. Et la plateforme Ripple CBDC, elle sera utilisée par toutes les banques centrales du monde. Et cette plateforme CBDC, elle est connectée au XRP Ledger. C'est démarqué par sa capacité à fournir une solution globale de bout en bout qui permet aux banques centrales, aux institutions financières et au gouvernement de créer, gérer, négocier et racheter de manière transparente les CBDC. Donc, il y aura du trading de CBDC entre eux. Donc, il y aura des règlements instantanés de CBDC entre différentes institutions financières, gouvernements et banques centrales sur cette plateforme CBDC qui utilise directement la puissance du XRP Ledger. Donc, XRP sera utilisé sur cette plateforme Ripple CBDC qui sera utilisée par les gouvernements du monde entier, les banques centrales du monde entier, les institutions financières du monde entier. La technologie est alimentée par le XRP Ledger, une blockchain économe en énergie et open source. Commentant la sélection de Ripple, Natia Turnava, gouverneur par intérim et membre du conseil d'administration de la Banque nationale de Géorgie, a déclaré « Nous sommes heureux de choisir Ripple comme partenaire technologique officiel pour notre projet pilote Digital Larry. Après un examen approfondi de tous les partis présélectionnés, le comité a sélectionné Ripple en raison de son excellence technique et de l'expertise de son équipe. » Tu vois, les banques centrales choisissent là. Il n'y a pas que Ripple sur leur assiette. Tu vois, au début, ils font des réunions, ça parle, ça discute, ça teste, ça regarde. Après, les banques centrales, ils ont 3, 5, 6 choix là. Tu vois, 5, 6, 10 choix même. Et après, eux-mêmes, ils décident quel choix on va prendre. On a vu plein de fois des banques centrales, etc., choisir Ethereum, choisir ci, choisir ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont choisi Ethereum, qu'ils ne vont pas choisir le XRP Ledger, ils ne vont pas choisir Ripple. Ça n'a pas rapport. Peut-être qu'ils ont choisi Ethereum pour un certain truc. Tu vois. Mais même s'ils choisissent Ethereum, ou même s'ils choisissent ça ou choisissent ci, n'oubliez pas qu'on a l'interopérabilité. Donc XRP pourra être utilisé dans n'importe quel réseau pour faire des règlements instantanés universels. XRP pourrait être utilisé dans n'importe quel réseau pour créer cette liquidité interbancaire et transfrontalière. Comprenez? Donc ce n'est pas limité qu'au XRP Ledger. XRP va être partout. Parce que l'interopérabilité, elle est nécessaire. On va connecter tous les systèmes de paiement existants avec les systèmes de paiement modernes et la blockchain. Donc, cette interopérabilité va permettre à XRP d'aller sur les systèmes traditionnels, les systèmes existants, et aussi sur les systèmes modernes qui est la blockchain. James Wallace, vice-président des engagements de la Banque centrale chez Ripple, a ajouté « La Banque nationale de Géorgie joue un rôle de leader mondial en explorant la manière dont elle peut utiliser la technologie blockchain pour faire entrer son économie dans l'ère numérique. En exploitant la puissance de la plateforme Ripple CBDC, qui utilise la puissance du XRP Ledger, ce projet pilote ouvrira la voie à des progrès transformateurs dans l'utilisation de la technologie blockchain au sein du secteur. » Donc, quand tu vois, quand les gouvernements vont voir que d'autres pays sont en train de changer la donne, sont en train de se positionner sur une nouvelle technologie, ça va être un effet domino sur les retardataires, ça va être un effet domino sur les autres pays qui vont eux aussi suivre. Parce qu'il n'y a aucun pays qui va rester les bras croisés pendant que les autres pays sont en train de faire des règlements instantanés, etc. Il n'y en a aucun. Tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre et tout le monde va être dans la même toile d'araignée. Comprenez ? Mais en voyant Bhoutan, en voyant la Géorgie, en voyant tous ces pays-là, tu te dis, ok, peut-être ce n'est pas des gros pays à tes yeux, mais on commence toujours petit. On commence toujours par les pays éloignés, qui ont des devises vraiment, vraiment difficiles. Peut-être pas Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, on touche vraiment l'immobilier. Donc c'est un peu différent de Bhoutan, de Géorgie, etc. Mais par exemple, si tu veux, la Géorgie, je pense qu'ils utilisent l'euro, hein, si je ne me trompe pas. Bref. Mais s'ils ont leur propre devise, tu penses vraiment que la devise de la Géorgie est une devise avec beaucoup de liquidité? Non. Donc la Géorgie, elle a besoin de la technologie Ripple. Bhoutan, il a besoin de la technologie Ripple. Palau, il a besoin de la technologie Ripple. Pourquoi? Parce que la technologie Ripple va permettre à la création de nouveaux services en utilisant
des nouveaux services, comment on va trouver de la liquidité pour ces services? Comment on va trouver de la liquidité pour plein d'autres choses? Ben, c'est grâce au AMM sur le XRP Ledger, tu comprends? Donc, ça va accommoder tout le monde. Mais on commence toujours par les pays lointains. On commence toujours par les pays qui ont de la difficulté en ce moment. Ou les pays qui ont un peuple qui a la misère à faire des paiements transfrontaliers, etc., etc. Donc, c'est pour ça que les États-Unis, l'Europe, les corridors de dollars et de l'euro seront les derniers à être touchés, à être impactés. Parce que eux, c'est des corridors liquides, très liquides. Mais les autres corridors, ils sont illiquides. Et c'est pour ça qu'ils payent énormément de frais et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de friction. Tu comprends? Alors, c'est là que XRP sera utilisé et c'est là que ODL, On Demand Liquidity, sera utilisé le plus. Ok? Ripple a été choisi comme partenaire technologique unique de NBG au cours d'un processus de sélection rigoureux impliquant 9 entreprises présélectionnées qui ont été évaluées sur leur capacité à soutenir le projet pilote. Maintenant que la phase de sélection est terminée, NBG va passer à la phase pilote pour tester la plateforme Ripple CBDC. Tu vois, il y avait 9 entreprises présélectionnées. Il n'y en avait même pas 6, plus que 6, 9 entreprises. Et ils ont choisi Ripple. Et là, c'est la plateforme Ripple CBDC. Rappelez-vous que quand Brad Garlinghouse, en 2018, il était assis dans une salle avec le gars de Hong Kong, avec le gars du IMF, avec Christine Lagarde, qui était le visage du IMF dans ce temps-là, avec Augustin Carsten. Il était dans une salle où il n'y avait que les gens qui contrôlent le système financier mondial. Et Brad Garlinghouse, il était là, il écoutait leurs besoins. Et ils ont même parlé des CBDC. Et Brad Garlinghouse, il leur a dit, oui, on va faire des choses pour accommoder, pour vous accommoder, pour subvenir à vos besoins. Et c'est là qu'on a vu Ripple, à partir de 2018, focuser sur les CBDC, tu vois. Et voilà quoi. Donc Ripple, c'est le visage des CBDC. En fait, ce n'est pas Ripple. Ripple, elle va faire d'autres choses. Ripple, elle va se détacher de tout ça. Mais la plateforme CBDC de Ripple utilise directement la technologie du XRP Ledger. Donc, tout gouvernement, toute banque centrale, toute institution financière qui utilisera cette plateforme CBDC peut faire des règlements instantanés entre différentes CBDC en utilisant XRP. Peut trouver de la liquidité entre différentes CBDC en utilisant XRP. Et ça, c'est juste dans une seule plateforme, Ripple CBDC. On peut faire les mêmes opérations sur d'autres plateformes. Ok? Ça, on vient de le lire. XRP domine les échanges boursiers indiens avec Bitcoin. Les traders indiens de crypto-monnaies sur WazirX font preuve d'un enthousiasme sans faille pour XRP et SHIB. Il y a toujours SHIB et XRP qui sont mariés, les deux, je ne comprends pas. Bitcoin et XRP affiliés à Ripple étaient les deux crypto-monnaies les plus échangées sur la bourse indienne WazirX en octobre. À leur côté, le jeton d'échange natif WRX, le Shiba Inu basé sur les mimes et Loom complète le top 5. Cet ensemble de pièces montre une préférence diversifiée mais distincte parmi les traders indiens de crypto. Donc XRP, ça a été l'une des cryptos les plus tradées en Inde. Et regardez-moi cette folie. BIS, la banque des règlements internationaux. Donc la banque des banques centrales. C'est elle qui dirige les banques centrales du monde entier. C'est la banque centrale des banques centrales. BIS, ok? Et rappelez-vous que BIS, elle a fait énormément de projets. Projet Dunbar, projet Helvetia, projet Roslyn, projet Mariana, projet Icebreaker, projet... Bref, et tous les projets parle indirectement du XRP Ledger et du XRP. Et là, on voit quoi? On voit BIS qui fait un événement entre le 6 et le 9 novembre. Qu'est-ce qu'on a entre le 6 et le 9 novembre? On a Swell qui aura lieu à Dubaï entre le 8 et le 9 novembre. Qu'est-ce qu'on a le 9 novembre aussi? Une réunion entre la SEC et Ripple pour discuter du règlement. Donc le 9 novembre, là, il y a énormément de choses qui se passent dans cette date-là. Moi, je ne crois pas qu'on aura un règlement le 9 novembre, mais le fait de voir qu'il y a Brad Garlinghouse avec BIS entre le 6 et le 9 novembre, en sachant qu'il y a Swell aussi à Dubaï entre le 8 et le 9 novembre, et comme par hasard, dans cet événement-là, on a qui? On a Gary Gensler. Gary Gensler qui se trouve dans le même événement que Brad Garlinghouse
ils seront assis dans le même stage. Ils seront dans le même panel. Les deux. Donc les deux vont parler. Yo, j'ai jamais pensé voir ça pour de vrai. Brad Garlinghouse et Gary Gensler seront ensemble, ils vont discuter et ils vont se répondre. Je ne sais pas si ces quatre-là vont passer le 6 novembre et ces quatre-là vont passer le 7 novembre, ou bien ces quatre-là vont passer le 7 novembre et ces quatre-là vont passer le 8 novembre. Parce que rappelez-vous que Brad Garlinghouse, il a Swell du 8 et le 9 novembre. Donc j'imagine que Brad Garlinghouse ne sera pas là le 8 et le 9 novembre dans cet événement-là, mais il sera là le 6 et le 7 novembre. Est-ce que Gary Gensler, lui aussi, sera là entre le 6 et le 7 novembre? Alors si c'est le cas, yo, il va parler avec Brad Garlinghouse. Et pour de vrai, je donnerai tout pour voir la tête de Gary Gensler en face de Brad Garlinghouse, en sachant que Ripple a démonté la SEC. Yo, pour de vrai, ça serait incroyable. Et en plus, on a Michael Barr. Michael Barr qui est un ancien de Ripple, qui est maintenant le vice-président de la Réserve fédérale. Donc, deux gars de Ripple. Face à Gary Gensler. Oh my God, oh my God, oh my God. Et on a même Michael Novogratz qui, à un certain moment, a commencé à insulter XRP, a commencé à dire ouais c'est centralisé, blablabla, blablabla. Et lui aussi va se trouver face à Brad Garlinghouse, en sachant que XRP il a la clarté, en sachant que tout ce qu'il a dit était totalement faux. C'est incroyable les gars. Yo, ça là, Brad Garlinghouse et Gary Gensler. Yo, pour de vrai, je donnerai tout pour voir la tête de Gary Gensler en train de voir Brad Garlinghouse en train de rigoler sur sa tête là. En train de rigoler devant sa face là, comme ça. Ça va? Tranquille? Est-ce que tu vas régler ou tu vas pas régler? Ah, et comme d'habitude, on va voir Gary Gensler en train de trembler, en train de suer et en train de bégayer. Voilà. Donc ça va être un fou événement, mais je suis sûr et certain que Brad Garlinghouse, il va passer entre le 6 et le 7 novembre, et non entre le 8 et le 9 novembre, parce que Swell aura lieu le 8 et le 9 novembre. Donc c'est logique de penser que Brad Garlinghouse va passer le 6 et le 7. Et s'il passe le 6 et le 7, j'espère que Gary Gensler et Michael Barr passeront aussi le 6 et le 7. Aïe aïe aïe, ça c'est un événement incroyable les gars. Et on avance, ici on voit Bob Rath, donc Bob Rath qui est le fondateur de Sologenic et Coinfield. L'approbation du XLS30 est inévitable. C'est une question de temps et de patience collective. Ensemble, nous parcourons le chemin du progrès XRP Ledger. Ben oui, l'approbation du XLS30 est inévitable. Est-ce que vous savez c'est quoi les AMM? C'est créer de la liquidité pour les actifs tokenisés. Créer de la liquidité pour des règlements instantanés entre deux devises qui ont un énorme manque de liquidité. Créer de la liquidité pour certains services qui vont accommoder plein de peuples, dont le peuple de Palau. Créer de la liquidité pour les micro-paiements. Les AMM, c'est la chose la plus folle que le XRP Ledger va connaître et va voir depuis le jour de sa création. Donc c'est inévitable. C'est pas parce que les votes prennent du temps que non, ça va pas être pris en considération. Regardez-moi ça, on a déjà 28 votes sur 35 votes en ce moment. Voilà. Consensus, 31%,43. Maintenant, il nous faut 80%. Et ce 80%-là doit rester pendant 2 semaines. Ça va prendre du temps un peu, mais c'est inévitable. Voilà. Ripple, Swell de Ripple suscite des spéculations sur son introduction en bourse au milieu de la bataille de la SEC. Donc, comme vous le savez, le 8 et le 9 novembre, c'est Swell. En même temps, le 9 novembre, on a une discussion entre la SEC et Ripple, une discussion qui a rapport avec le règlement. Donc, tout le monde commence, c'est comme d'habitude. À chaque moment de Swell, tu as la communauté qui commence à spéculer sur l'annonce d'un règlement, l'annonce d'un IPO, etc. Vu que la SEC a abandonné les charges contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen, à tout moment, elle peut annoncer son IPO. Mais elle ne va pas annoncer l'IPO en sachant qu'il y a juste le jugement sommaire, on attend encore le règlement et on attend encore le jugement final. Donc clairement, l'affaire juridique n'a pas encore fini. Et ils ne vont jamais annoncer un IPO tant que l'affaire juridique n'a pas encore fini. Même s'ils ont éliminé l'affaire de Brad Garlinghouse et Chris Larsen, tant que l'affaire elle court en cours, il n'y aura pas d'annonce de IPO. Parce qu'on ne sait pas si la SEC va faire un deuxième appel. On ne sait pas si la SEC va gagner le deuxième appel. Même si on sait qu'elle ne va pas gagner le deuxième appel. Mais on ne le sait pas. Tu comprends? Donc, on ne va pas annoncer un IPO
en sachant qu'il y a encore le doute et en sachant qu'il y a encore la confusion. Parce que les traders institutionnels et les investisseurs institutionnels et les investisseurs traditionnels, c'est pas comme toi et moi, hein. Eux, ils doivent être sûrs, ils doivent avoir la confirmation totale, absolue, pour qu'ils disent « Ok, on a confiance en Ripple ». Mais tant que tu es encore en affaires juridiques avec la SEC, tu as toujours ce doute. Donc c'est pour ça que l'annonce de IPO pendant Swell, je ne vois pas, je vois pas une annonce se faire, ok? Ni une annonce de règlement. Par contre, dans Swell, je les vois parler de plein de choses concernant les banques, concernant les CBDC, concernant la liquidité, concernant le système bancaire, concernant la liquidité interbancaire et la liquidité transfrontalière, concernant de nouvelles utilités. Donc pour moi, ça va être un faux Swell. Pourquoi? Parce que Swell regroupe tous les banquiers du monde entier. Donc il y aura énormément de choses à dire. Ça c'est sûr. Mais s'attendre à des annonces, ça serait se mentir à soi-même. Parce que IPO, on ne peut pas l'annoncer tant qu'on est encore en affaires juridiques. Un règlement, on ne peut pas savoir s'il y aura une annonce de règlement pendant Swell, parce que ça ne fait aucun sens encore une fois. Parce que c'est comme si tu me dis on aura un règlement, une annonce de règlement à la fête de Ripple. Swell, c'est comme la fête de Ripple en fait. C'est la même chose. Swell n'a pas été créé pour faire des annonces. Swell a été créé pour éduquer les gens sur les choses que Ripple a fait et les choses qu'elle est en train d'entreprendre. Tu vois? Et bien sûr, Swell a pour but de faire parler des gens qui ont l'expérience, qui ont eu l'expérience avec la technologie de Ripple. Donc, ils expriment leur expérience, ils partagent leur expérience avec tout le monde. Tu vois? Donc, Swell permet de connaître encore plus Ripple et connaître encore plus la technologie autour de Ripple. Comprenez? Et ce n'est pas fait pour des annonces comme ce genre, IPO ou bien règlement. Ok? Non, je pense pas. Donc ça c'est un. Sinon, Instarem relance ses services de paiement à l'étranger en Inde, offrant ainsi aux utilisateurs une solution pratique et abordable pour les paiements d'éducation internationale. Instarem est un partenaire de Ripple. Donc Instarem, leader des solutions de paiement transfrontalier, présente le retour de ses services de transfert de fonds numériques en Inde. Cette réentrée stratégique sur le marché indien vise à offrir une expérience de transfert de fonds sans précédent en mettant l'accent principalement sur la satisfaction des besoins uniques des étudiants et des particuliers à la recherche de paiements d'études à l'étranger pratiques et abordables. Voilà. Donc des paiements d'études à l'étranger. Donc ça devient des paiements transfrontaliers. Instarem est un partenaire de Ripple. Et Instarem est une solution de paiement transfrontalier. Donc Instarem offre, d'abord, il utilise la technologie de Ripple. Et à travers Instarem, n'importe quelle entité qui utilise Instarem utilisera la technologie de Ripple indirectement. La marque Instarem, en retour en Inde, est alimentée par Niom. Comme vous le savez, Niom est un des plus grands partenaires de Ripple. Forex. Donc Forex, ça touche les devises. Donc il y a des devises qui sont en manque de liquidité. XRP sera l'asset, l'actif qui sera utilisé dans le Forex. Et je pense qu'avec le temps, que toute devise dans le Forex sera mariée à XRP. Donc on aura la paire de base qui est XRP, avec une autre devise. Donc, ça sera toujours XRP USD, XRP Euro, XRP JPB, XRP Yen, XRP Ion, XRP si, XRP ça, XRP ça. D'après moi. Parce que ça va être le bridge, ça va être le token qui va relier toutes les devises, tu vois. Et rappelez-vous que SBI a utilisé XRP dans le marché du Forex. On parle de 6,6 trilliards de dollars. Donc XRP sera utilisé dans le marché du Forex, dans le marché d'échange. Et je ne suis pas le seul qui le dit, même BIS, elle l'a dit elle-même. Donc Instarem. Yes. Et les gars, comme vous le savez, Palao ID, je sais que moi j'ai parlé de ça il y a un moment à ma communauté Discord. Et peut-être que vous l'avez déjà vu. Vous pouvez être un résident digital du Palao. Donc, il y a résident digital du Palao et il y a citoyen de Palao. Tu ne seras pas un citoyen de Palao en ayant cette carte. Tu seras un résident de Palao, donc tu auras une identité digitale qui te permettra de rester 180 jours au Palao, qui te permettra
d'avoir voilà, une vérification d'identité. Donc, cette carte-là, en ce moment, elle est utilisée par qui? Elle est utilisée par monsieur, madame, tout le monde qui veulent ouvrir des comptes sur des échanges cryptographiques. Comme par exemple, tu n'as pas envie d'utiliser ton vrai passeport, tu n'as pas envie d'utiliser tes vraies cartes d'identité, tu peux te faire cette carte d'identité Palao et avec cette carte, tu peux ouvrir un nouveau compte KuCoin, tu peux ouvrir un nouveau compte Bitrue, tu peux ouvrir un nouveau compte Binance. Tu vois, par exemple, les gens qui sont au Canada et malheureusement Binance n'opère plus au Canada, ben, tu peux faire cette carte Palao ID et tu peux revenir sur Binance et tu peux utiliser Binance encore une fois. Ok? Donc pour un an, c'est 248 $. Pour 10 ans, c'est 2000 $. Mais les gars, juste on va mettre les choses au clair. Ce n'est pas une citoyenneté. Hein? C'est loin d'être une citoyenneté. Je vous le dis, je vous le répète. Attendez, voilà, on va le lire ici. Ce n'est pas une citoyenneté, mais c'est une carte d'identité. Ok? Qui va vous servir à plein d'autres choses, mais pas pour être citoyen. Attends, on va juste Wallis Palao ID, boom, tac, on va sur Dipole. Moi, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai plus accès à Binance. Donc je vais le faire. Pour 248 $, c'est pour un an. Donc, moi, je vais avoir cette carte, je vais la recevoir chez moi, après un mois et demi, et je pourrai ouvrir un compte sur Binance. Et là, je pourrai opérer sur Binance comme d'habitude, comme avant, avec ma nouvelle carte d'identité qui est basée au Palao. Mais ce n'est pas une citoyenneté. Ok? Donc, on va lire ici. Qu'est-ce que le RNS? RNS est la plateforme d'identité numérique développée pour soutenir l'application et la délivrance d'identifiants numériques garantis par la souveraineté. En fait, il y a deux pays qui peuvent te donner une identité numérique. Tu as l'Estonie et tu as le Palao. Donc l'Estonie, tu as beaucoup plus de choses que le Palao. Mais c'est deux identifiants numériques que tu peux avoir. C'est juste que l'Estonie, tu dois aller au consulat de l'Estonie et tu dois leur parler face à face. Avec le Palao, tu n'as même pas besoin de rencontrer quelqu'un, tu la reçois par la poste, la carte. Tu comprends? Donc ça, c'est la différence entre l'Estonie et celui de Palao. Mais pour de vrai, tu peux faire les deux. Et tu auras des identifiants numériques venant de plein de pays différents. Par exemple, si tu es bloqué par ce pays, parce que ce pays n'a pas donné le feu vert à un certain échange, bah, tu peux utiliser un de tes identifiants numériques pour continuer à opérer sur l'échange quelconque. Donc là maintenant, le cas d'utilisation qui est courant en ce moment même avec ce genre de carte, avec ce genre d'identifiant numérique, c'est l'ouverture de compte sur les plateformes d'échange. Ok? Qu'est-ce que le Palao ID? Le Palao ID est une carte d'identité émise par le gouvernement qui peut être utilisée pour tout ce qui nécessite une preuve légale d'identité. Voilà. Si tu cherches une nouvelle preuve légale d'identité qui ne touche pas ta preuve légale d'identité que tu possèdes en ce moment même, parce que ta preuve légale d'identité que tu possèdes en ce moment même ne te permet pas d'ouvrir un échange au Canada ou un échange en France ou un échange, je ne sais pas dans quel autre pays, tu peux faire cette preuve légale d'identité du Palao et cette preuve légale d'identité de Palao, elle se fait accepter par tous les échanges. Donc KuCoin, Binance, etc. Ok? Donc par exemple, si un ICO, tu as envie d'acheter un ICO, et là dans l'ICO, ils te disent non, les Canadiens n'ont pas le droit, les Européens n'ont pas le droit. Ben, avec cette carte Palao, cette preuve légale d'identité, tu peux avoir accès à n'importe quel ICO. Comprenez? Le RNS offre aux utilisateurs une solution d'identification basée sur la blockchain. En utilisant votre identité légale existante, vous pouvez générer un LDID, juridiction existante, et monnayer son LDID correspondant sur multi-chain. Ce LDID sert de document de vérification, vous permettant d'effectuer une vérification KYC par un tierce. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas moi qui le dis, mais le cas d'utilisation qui est le plus courant en ce moment même avec ces identifiants numériques de Palao, c'est l'ouverture, ça sert à des documents de vérification qui nous permettent de faire des KYC. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète, moi au Canada,
Je ne peux plus utiliser Binance. Maintenant, si je veux continuer à utiliser Binance, je vais faire cette carte et je vais ouvrir un compte sur Binance. Et là, je pourrai utiliser Binance normal sur mon nom, tranquille. Au lieu que ça soit une identité canadienne, vu que c'est interdit, bah, ça va être une identité Palau. Comprenez? Mais je ne suis pas un citoyen du Palau. Je ne suis pas un citoyen américain parce que le Palau appartient aux États-Unis. Ils utilisent le dollar là-bas. Mais cette carte d'identité te donne accès à aller au Palau, te donne accès de rester 180 jours. Tu ne payes pas de taxes au Palau. Par exemple, si tu payes tes taxes ailleurs dans un autre pays, tu ne payes pas tes taxes au Palau. Ok? Mais c'est pas genre tu as zéro taxe, c'est un paradis fiscal ou non, 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 il n'y a rien de tout ça. Ok? Donc juste on met les choses au clair. Sinon, quoi d'autre encore? Est-ce qu'on a d'autres choses à lire? Mais c'est intéressant, la famille, c'est intéressant. Moi, je vous conseille de le faire. Au moins celui de 1 an. Au moins celui de 1 an, la vérité, pour 248 dollars. Si, par exemple, les KuCoin, les Binance, les Bitrou, ça ferme et nos pays n'ont plus le droit de laisser ce genre d'échange opérer, ben, au moins, vous avez cette carte d'identité qui vous permettra d'ouvrir des nouveaux comptes sur ces échanges qui sont interdits par nos pays, par exemple. Donc ça, c'est une manière de skip les obstacles, de surmonter les obstacles. Ok? C'est intéressant la vérité, c'est intéressant. Moi, je vais le faire. Je vais le faire juste pour ça, hein, pour l'instant. Parce que avec le temps, bien sûr, ils vont ajouter plus de fonctionnalités, ils vont ajouter plus de choses avec le temps, dans le futur. Mais pour l'instant, mon seul but, si je l'achète, c'est pour ouvrir des nouveaux comptes sur les plateformes d'échange. Voilà. Donc, grâce à cette identité-là, je pourrais ouvrir n'importe quel compte sur n'importe quelle plateforme d'échange sans se soucier du « Ah, je suis canadien, est-ce que je pourrais utiliser Binance ou pas ?» Comprenez? Donc ça, c'est... Mais je vous invite à regarder des vidéos, etc. Il y a déjà une vidéo ici qui te dit exactement comment faire. Tu vois, tu cliques ici, tu ouvres ton compte, etc. Voilà, tu avances, tu mets ton code. Voilà, ils te disent de payer, tu vois. Tu payes 248 avec carte de crédit ou bien tu peux même payer avec crypto. Là, après ça, ils te disent tu dois mettre une photo. Tu dois mettre une photo vraiment d'après leur mesuration, etc. Boum, dès que tu mets une photo, tu mets ce que tu as à faire. Tu payes. Tu mets tes informations, etc. Les informations que tu veux que ça soit sur la carte. Tu avances. Tu mets le pays, etc. Tu avances encore. Encore. Ah, voilà, après tu fais validation, tu fais I'm resident or live in other. Donc tu peux mettre Maroc, tu peux mettre n'importe quel pays si tu veux. Donc moi je vais mettre Canada parce que j'ai mon passeport canadien. Tu choisis le pays que tu veux, même en France si tu veux, Suisse, etc. Boum. Et voilà quoi, tout se fait en quelques minutes. Après tu envoies la photo de ton passeport, ton vrai passeport. Ok, donc moi maintenant je vais envoyer mon passeport canadien. T'avances. Et voilà quoi, après tu prends une photo de ta gueule. Voilà, c'est ce qu'elle a fait la femme là. Elle a pris une photo. Tac. Et voilà, identity document, next. Et voilà, c'est bon. Thank you. Ils sont en train de process la data. Et dans 5 à 10 jours ouvrables, tu devrais recevoir la carte. Voilà. Donc, c'est très rapide. Et on peut avoir une nouvelle identité. Pas une nouvelle identité, mais en fait, tu es toujours la même personne. Mais une identité basée sur un autre pays. Voilà. Et il y a aussi l'Estonie. Vous pouvez aussi créer une identité en Estonie. Estonie. Electronic. Identity. Voilà, ID card. Estonia. Voilà, identity ID card. Donc, ça te permet aussi pour des signatures numériques, pour le vote électronique, pour vérifier les dossiers médicaux, soumettre des réclamations fiscales, etc. Utiliser les e-prescription. Donc ça, c'est un peu plus compliqué que le Palau, parce que tu as beaucoup plus de choses que le Palau pour l'instant. Donc tu vois, tu as les services médicaux, soumettre des réclamations fiscales, comme une carte nationale d'assurance maladie. Tu vois, tu as plus de choses comme preuve d'identité lors de la connexion au compte bancaire. Tu vois, tu as plein de choses que le Palau. Mais tu as beaucoup plus d'étapes de vérification à faire, beaucoup plus que le Palau. Le Palau, comme je viens de vous montrer, là, ça prend 2 secondes. 2 secondes, et tu reçois la carte dans 5 à 10 jours ouvrables. Et voilà quoi. Donc, le KYC, tu peux utiliser la carte pour ouvrir n'importe quel compte, un compte sur n'importe quelle plateforme d'échange, hein, un compte sur n'importe quel projet ICO, tout ce que tu veux qui concerne une ouverture de compte.
Identité vérification, donc c'est une carte que tu peux utiliser pour voyager voilà, que tu peux donner à la police, que tu peux donner où tu veux, à qui tu veux en fait. Pour t'identifier qui tu es, tu comprends? Tu peux avoir 180 jours, plus de 180 jours comment dire, de stay, de vacances au Palau si tu veux, tu vois. Zéro tax imposed for outside of Palau income. Donc si tu fais un revenu à l'extérieur de Palau, Palau prend zéro taxe sur ce income là. Voilà. Donc je vous conseille de le faire. 248 $. Mais c'est surtout, je le dis, je le répète, c'est surtout pour les gens qui vivent dans des pays dans lesquels ils ont fait l'annonce que certaines plateformes d'échange ne peuvent plus opérer dans ces pays-là. Si tu fais partie du Canada, alors tu n'as plus accès à Binance. En ayant cette carte digitale Palau ID, tu pourras réouvrir un compte Binance en restant au Canada. Ok? Pareil si tu es en France, pareil si tu es au Maroc, pareil si tu es je sais pas où. Ok? Donc voilà les gars, ça je voulais vous le dire. Sinon, on va regarder une vidéo ensemble, une magnifique vidéo qui a rapport avec XRP. Les deux vidéos en rapport avec XRP. Là, je vais bien vous bombarder aujourd'hui avec cette vidéo statique parce qu'après, je vais partir, j'ai des trucs à faire. Et voilà quoi, au moins vous avez une belle vidéo pour ce week-end, remplie d'informations concernant XRP Ripple. Et je vous laisse regarder la vidéo, vous allez adorer. Bon visionnement. Before we start this video, I must remind you that I am not a financial advisor, and nothing in this video should be taken as financial advice. If you lose self-control, everything will fail. So now what we can do is we can move tokenized deposits around cities, corridors. Right now, it's just US and Singapore with aspirations of adding another 3 to 5 in the next near term. Well, it's great that we have this internal token, but our clients don't want a city token or another bank token. What they want is cross-bank, cross-border liquidity. It's great that we have this internal token, but our clients don't want a city token or another bank token. What they want is cross-bank, cross-border liquidity token, but our clients don't want a city token or another bank token. What they want is cross-bank. Tu vois, tu vois qu'est-ce qu'elle a dit la femme? Ça, c'est une femme très, 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 très importante dans le game bancaire. Elle l'a dit elle-même. Les clients veulent pas un Citi token. Vous savez c'est qui Citi? Citi, c'est une grande banque américaine. Et Citi, elle fait tout pour compétitionner avec Ripple. Les clients ne veulent pas un token venant de Citi. Les clients ne veulent pas un token venant de JP Morgan. Les clients ne veulent pas un token venant de Goldman Sachs. Les clients ne veulent pas un token venant de BlackRock ou venant de je sais pas quelle autre institution financière centralisée. Les clients veulent un jeton de liquidité transfrontalière interbancaire. Et le Forum économique mondial, dans un PDF, il a déjà mentionné XRP. Donc, on va le voir maintenant. WF. Voilà. L'image. Vous vous rappelez de ça, les gars? Non, c'était pas ici. C'était pas ici. C'était où le truc, là? Il est où le PDF? Il est où le PDF? J'ai pas envie de perdre du temps, là. J'ai pas envie de perdre du temps. Il est où le PDF? PDF. JP Morgan Coin. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Ça dit quoi ici? Ça dit crypto assets designed for inter or intra-bank payments and settlements. Donc, des paiements interbancaires et des règlements interbancaires. C'est exactement ce que la dame, elle a dit ici. C'est exactement ce que la dame, elle a dit ici. OK? Un jeton de liquidité transfrontalière interbancaire. Mais JP Morgan, on ne peut pas utiliser JP Morgan parce que JP Morgan, c'est centralisé. JP Morgan est un coin venant d'une banque. XRP est un coin que personne ne contrôle. JP Morgan est un coin centralisé. XRP est un coin décentralisé, neutre qu'aucune juridiction ne contrôle. Donc, clairement, XRP met de l'ombre sur JP Morgan Coin. Qui va utiliser JP Morgan Coin? À part les gens qui ont un compte de JP Morgan Coin qui peuvent utiliser JP Morgan Coin entre eux. Mais ce n'est pas le monde entier. Ce n'est pas un mécanisme de règlement universel.
Là, on veut un jeton de liquidité interbancaire et transfrontalière. Le seul sur cette terre, c'est XRP. Et le Forum économique mondial l'a mentionné lui-même. OK? On continue. Token or another bank token. What they want is cross-bank, cross-border liquidity token. But our clients don't want a city token or another bank token. What they want is cross-bank, cross-border liquidity. Our clients don't want a Citibank token or another bank token. She just laid it all out for you. This is Ryan Rugger. She's the one that created the Citibank token, this private version of Ethereum, this EVM chain that's centralized. Tu vois, c'est elle, Ryan Rugger. Tu vois, Ryan Rugger, c'est elle. Donc, c'est la femme, elle s'appelle Ryan Rugger. Elle a un nom de gars, là, en fait. Mais bon, c'est elle qui a créé le jeton Citibank. Et c'est elle-même, dans la vidéo, qui te dit, les clients ne veulent pas un token Citibank. Les clients ne veulent pas un token venant d'une autre banque. Les clients veulent un jeton de liquidité interbancaire et transfrontalière. Un jeton neutre qu'aucune juridiction ne contrôle. Un jeton, une monnaie supranationale. Et le seul qui a été créé jusqu'à date sur cette terre, c'est XRP. Même Citi, elle le dit elle-même. La même personne qui a créé le token Citibank, elle-même, elle te dit que les clients ne veulent pas ce token Citibank. Version of Ethereum's EVM chain that's centralized. But she said Parce que chaque token venant d'une banque est centralisé. Frérot, et les banques ne se font pas confiance. Comment tu veux qu'une banque utilise un token venant d'une autre banque? C'est impossible. Comprenez? in the beginning that the United States and Singapore have given us clarity to do this. So a lot of people are saying the U.S. is falling behind. Policymakers are saying the U.S. is falling behind. When I talk to the Digital Chamber of Commerce, they're telling me we're falling behind. Yet Ryan Rugger, one of the incumbents, what did she just say? She said the U.S. and Singapore gave them permission for Maersk to move shipments across the Pacific, across the Atlantic, and when the cargo ship lands in the port, it self-executes a smart contract that pays a token on Citibank's ledger. Clients don't want a city token or another bank token. What they want is cross-bank, cross-border liquidity. That's literally the purpose of the XRP ledger, is liquidity between different asset classes. The AMM, Project Spectrum, this is all going to enhance the liquidity on the XRP ledger. The new amendments that are coming, when they pass and you allow smaller financial institutions, medium-sized financial institutions to both stake and push liquidity through the ledger, it becomes more and more liquid. Now, here's the thing, is Chainlink partnered with Swift. That's huge, right? So I ended up buying Chainlink towards the bottom, more towards around like $5. So full disclosure, I own Link. But what Chainlink is doing is that it's making sure that bridging between two different networks happens in an authenticated, secure manner, so that the data is absolutely 100% correct. Now, according to Citibank, Ryan Rugger, her clients don't want bridging. They want liquidity. That's the whole purpose of the XRP ledger, is liquidity. Every side of a transaction to agree on the truth. So today we know that there's a significant amount of reconciliation that exists pretty much in every asset class, including money or cash. So RLN is really trying to get all financial players, both within a bank and then with their counterparts, to agree on the source of truth. And that really just enabled to settle cash transactions significantly faster and more efficient. The reconciliation cost between two centralized networks is a substantial cost because nobody knows who owes who at the end of the day, because millions of transactions have happened. What we're moving towards is real-world assets that are put on-chain. Public blockchains don't require reconciliation. The reconciliation is already happening on-chain. That's what the trustless network is about. The data is being recorded in real time. So it's key that now that we have the infrastructure, the platform built internally,
we work with like Regulated Liability Network and other participants about how do we solve these difficult issues as an industry. And there's still a lot of questions out there, but this FMI that RLN aspires to be is extremely positive because it brings the parties together in a very flat way where we all have equal say in it. We're working with the This is a crawl, walk, run type of situation. The banks are going to be as cautious as possible, follow the rules to a T. If they slip, they get fined millions of dollars. So that's why they're using an Oracle system like Chainlink. The data between two different banks is exchanged. Chainlink authenticates data, makes sure that the data is correct. Everybody agrees that the data is correct. Donc là, ça parle de Chainlink, vu que Chainlink s'est connecté à Swift, donc ça c'est quelque chose de gros. Donc la data entre différentes banques, elle doit être correcte, tu vois. Donc, et en sachant que Chainlink, c'est le dieu des oracles, donc on permet l'échange de data, l'échange de données entre différents registres, donc entre différentes banques. Donc ça, c'est nécessaire, tu vois. Donc les banques doivent avoir des données correctes, très correctes. Sinon, ils seront... voilà, ils vont avoir des grandes amendes, tu comprends? Donc c'est pour ça que la connexion de Chainlink avec Swift, c'est quelque chose de gros, tu comprends? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Correct, and then two different ledgers are able to have the same information. So it's information that's going to the ledger. It's not exact. Tu vois, donc en utilisant Chainlink, donc les banques auront la même information. Ce n'est pas une banque qui a une information différente et l'autre il a une information différente, donc ça ne marche pas. Là, on a la même information et cette information va au même ledger. Tu vois? Donc tout le monde a la même information, tout le monde est sur le même level playing field. Comprenez? C'est pour ça que Chainlink est un putain de bon investissement, surtout qu'il s'est connecté avec Swift et Swift utilise la technologie d'Oracle de Chainlink pour le partage de données, pour une des meilleures données entre les banques. Exactly settlement. It's not settlement that's happening. You're not converting assets. You're not doing anything with assets. You just know verifiably that this information is correct. But eventually, when the laws accommodate public open ledgers for real-world assets, this entire movement of real-world assets is going to overtake the entire banking system. The entire banking system is going to look much different than it does today. It's going to evolve significantly over the next few years. Bien sûr. What's funny is the technology is here, and at the same time, treasuries, which underpin the debt market, are selling off. You're seeing TLT sell off. Bonds are selling off. Collateral is being sold off. The entire system is changing as we speak, and the technology is here to accommodate it. We're witnessing a reset. Definitely look at many other possibilities and use cases, such as one promise that the CBDC holds for the entire world, not only India, is to transform the cross-border payments ecosystem. Even today, despite all those technological developments and the cross-border payment still is faced with multiple challenges, like the low speed, lack of adequate transparency in the payment process, and high costs. Some of the estimates say that the cost of the transactions can go up to 6% of the transaction value, and it's really very punishing to the customers at the end. So one feature that CBDC holds the potential because of its digital nature is to transform this space by removing many of the frictions in the process and bring efficiency to this entire le mec il parle de ecosystem, XRP Ledger, il parle de Ripple sans parler du XRP Ledger, sans parler de Ripple. Éliminer la friction, rendre les transactions beaucoup plus rapides, baisser les frais de transaction, c'est exactement ce que Ripple elle met en place depuis un moment. C'est exactement le travail du XRP Ledger et de XRP. C'est exactement ce qu'il dit le mec. in terms of cost and time. This document came from the Czech National Bank. And in this document, it talks about Ripple being a household name in India. A gentleman before was at a Financial Innovation and Inclusion Global FinTech Festival, and he was talking about central banking. Et c'est vrai. Ripple est vraiment une marque incroyable. Ripple a énormément de valeur en Inde. Les plus grandes banques en Inde utilisent Ripple. Le système de paiement national en Inde utilise Ripple. La banque centrale de l'Inde est connectée à Ripple.
Yo, c'est comme Tata Communication avec leur Tata Group et leur Tata Payment, etc. sont connectés au réseau Ripple. Vraiment, l'Inde, là, est égal Ripple, en fait. Et vous le savez depuis un long moment que je vous partage des connexions avec Ripple et l'Inde. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Currencies. He's talking about the benefits of cross-border payments and remittances. Here's the thing, if a country is using a CBDC, that doesn't necessarily change the cross-border piece. The cross-border piece happens with a liquid settlement asset. Linking ledgers together is not the same thing as converting currencies. So my appeal to Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, tout a rapport avec la liquidité. Il l'a dit lui-même ici, regarde. Tout a rapport avec la liquidité. C'est pas juste connecté. Je veux dire, attends. The cross-border piece happens. Tu vois, la partie transfrontalière, c'est pas parce qu'on a les CBDC qu'on aura la partie transfrontalière. La partie transfrontalière a besoin de liquidité. Les règlements transfrontaliers ou les paiements transfrontaliers ont besoin de liquidité. Donc, on a besoin de liquidité transfrontalière. Donc, ce n'est pas la CBDC l'important ici. C'est quoi l'actif qui va ramener cette liquidité pour ces règlements transfrontaliers, pour ces CBDC, pour ces règlements transfrontaliers? C'est XRP. Comprenez? With a liquid settlement asset. Voilà, liquid settlement asset. Un actif liquide de règlement. Un actif de règlement liquide. C'est exactement ça, XRP. Linking ledgers together is not the same thing as converting currencies. So my appeal to all the fintechs and brilliant minds and the technologists, technocrats to solve this, how do we come up with a proper design structure, is to leverage on the potential of this side and bring down costs, which would be very, very beneficial for the entire. And to give a statistics, India is one of the largest recipient of the inward remittances. In 2021, according to the World Bank estimates, around 87 billion was the inward remittance that we received. And this is something we should be aspiring for, how to make this frictionless and how to make it more efficient in terms of cost. There are other features that we would be exploring as we go along with regard to the programmability, what is known as, you can have a purpose-bound money. Ripple is popular all over the globe because they're moving money fast and cheap, and that's what the globe wants. The entire world works by trade. Trade is how this world works, and it's not because banks are able to talk to each other and able to reconcile. That's not where the cost comes down. The cost comes down when you have settlement. Use that, they exchange that for goods and for grains to cook and to eat. They sell and they use their manure for renewable energy to heat the gas. And it kind of may realize trade makes the world go round. And as the ED said earlier, even if trade routes change, governments can put on certain initiatives, trade will still find its way around, and the finance will often follow. And I think throughout this conversation, I think I'll jump to the conclusion. I think there's plenty of cash. It's actually access to collateral, which is the problem. There's plenty of cash that's sidelined. The issue is collateral. There's not enough treasuries in the system. So when the Fed stopped printing money, when Jerome Powell stopped printing money, this entire system has come to a point where it's halting. Ben oui, c'est quand on arrête d'imprimer, c'est fini. Le système au complet, il freeze. Le système au complet, il est gelé. Pourquoi? Parce que le QE est la drogue du système. Le système est basé sur cette QE. Il est basé sur cette drogue. Il est basé sur cet argent facile. On imprime pour que le système continue à fonctionner. Sans ce QE, sans cette planche à billets, le système ne peut pas fonctionner. Vous l'avez vu à partir de 2022. Une fois on a arrêté le QE, vous avez vu comment le système financier a commencé à trembler. Donc là maintenant, on va faire quoi? C'est quoi la solution? On va toujours dépendre du QE? On va toujours faire du QE? Parce que plus on fait du QE, plus on fait du QE, plus on empire les choses, plus
on crée plus d'inflation, plus on est en train de voilà quoi, détruire le monde. Donc comment on va faire? C'est quoi la solution à part le QE? Donc pour éliminer le QE, il faut littéralement changer l'infrastructure mondiale. Il faut littéralement changer l'architecture mondiale qu'on a en ce moment même sur les paiements, etc. Pas sur les paiements, mais sur la liquidité. Tu vois? Donc, si on doit imprimer, ça veut dire qu'on a besoin de liquidité. Si on doit imprimer, ça veut dire que le système a besoin d'injecter le cash. On a besoin d'injecter le cash dans le système. Mais si on a des protocoles, une nouvelle architecture basée sur des protocoles qui nous permettent de déplacer de la liquidité d'une meilleure façon, donc on économise de l'argent, donc plus d'argent dans nos poches. Je ne parle pas de toi et moi, je parle des banques. Plus d'argent dans leurs poches. Si on a un actif qui leur crée de la liquidité, on n'a plus besoin de faire du QE, on a juste besoin de créer de la liquidité pour faire des règlements instantanés, etc. On a un actif pour débloquer de la liquidité, donc les comptes Nostro Vostro, 27 trilliards de dollars qui font que dormir. Donc au lieu d'imprimer, on peut utiliser cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ce qu'on est en train de vivre ici, il est inévitable pour la millième fois. Pourquoi? Parce que les solutions qu'on a en ce moment même sur le système traditionnel ne peuvent plus continuer. Donc c'est pour ça qu'on est en train de vivre la 4e révolution industrielle qui ramène la blockchain dans nos vies. Et la blockchain, bien sûr, la première utilité ici, c'est les paiements. Les paiements, la liquidité et les règlements. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas des mécanismes pour créer la liquidité, comment tu veux qu'on crée la suite? La suite ne sera pas créée sans la liquidité. Chaque chose qui sera créée a besoin de liquidité. Et c'est ça qui fera l'Internet de la valeur. C'est ça qui fera l'Internet des objets. Tu penses que l'Internet des objets, s'il n'y a pas de liquidité, tu penses que l'Internet des objets va réussir? Tu penses que le DePIN va réussir? Tu penses que, tu vois, n'importe quoi qui verra le jour dans cette 4e révolution industrielle aura besoin de liquidité. On avance. And that's not good. Having global trade come to a halt is a terrible thing. And that's why you're seeing thousands and thousands of people, migrants, crossing borders. It's because their quality of life got so bad somewhere else that they have to just find a different way. And that's why they're going to the Euro area, and that's why they're coming to America, is because the Euro-dollar system is the standard. And we still have some liquidity between euros and dollars. The rest of the system is frozen. The rest of the system is having problems. The rest of the people are suffering. And that's where blockchain technology... C'est pour ça que, tu vois, c'est ce que je vous ai dit. Les corridors dollar-euro sont liquides. Mais les autres corridors, les autres pays sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Le dollar qui va chuter, leur devise qui va chuter encore plus. Donc ces gens-là qui sont dans ces pays-là, comment ils vont vivre? Ils sont dans la merde. Donc ils vont payer plus de frais, plus de friction, plus de conneries. C'est invivable. C'est pour ça qu'ils viennent de dire il y a beaucoup plus d'immigration. Donc on va ailleurs, on va dans des meilleurs pays. Pourquoi? Parce que leur devise, elle perd de la valeur. Regarde l'Argentine, regarde la Turquie, regarde d'autres pays. C'est impossible. C'est pour ça que la technologie blockchain va ramener de la liquidité à ces pays-là, dans ces corridors-là, dans ces devises-là, pour que ces peuples dans ces pays-là puissent avoir une vie décente, une meilleure vie. Tu vois? Donc si par exemple, ils ont un membre de leur famille qui veut leur envoyer de l'argent, et ce membre de famille se trouve en France ou se trouve aux États-Unis, ben, il pourra leur envoyer de l'argent sans gaspiller beaucoup d'argent dans les frais de transaction. Et la personne qui va recevoir l'argent dans ce pays-là pourra retirer de l'argent sans payer trop de frais de transaction. Tu vois? Donc ça va améliorer les choses. Ça, c'est juste un seul exemple que je viens de te donner. Il y a d'autres exemples, comme l'emprunt, les prêts, etc., etc. On continue. Technology can come in and help. I'm going to talk about the 3 themes. So digital transformation, digitizing trade finance processes and documents really does have huge benefits, but it's being held back by quite outdated, cumbersome legislation. We did a white paper with the WTO and the ICC a couple of years ago with 56 projects using blockchain to kind of digitalize trade finance, and I think around half of them have failed since then. World trade is the economy,
Right now, there's all these inefficiencies in trade. Bills of lading require wet signatures. XDC ici, tu vois qu'est-ce qu'il a dit? Il y a beaucoup de compagnies qui tombent, beaucoup de compagnies dans le financement du commerce qui tombent. Donc il y a beaucoup de problèmes dans le financement du commerce lui aussi. C'est pour ça que le réseau XDC, il est là pour améliorer les choses, pour fixer les choses. On ramène de la liquidité, hein? On tokenise les instruments du financement du commerce pour faire bouger les choses beaucoup plus vite. Donc, c'est... Tu vois, il parle de XDC ici. Regulators, they need to upgrade the law, and they haven't. And this has caused quite a problem in the supply chains. There's less access to collateral, and trade is freezing up. Now, politicians need to pass laws in order to upgrade it so you can use blockchain technologies, and the supply chain will get that much more efficient. When blockchains are applied, you'll have movement of trade happening quicker, faster, and cheaper. And to that point, Ripple is lending money to corporate treasuries, to SMEs. They're allowing trade to happen quicker and faster. As a matter of fact, GCC, a UK exchange, was sued for $13 million that they owed Ripple for invoices in XRP. They were borrowing XRP to make payments happen. And they failed to pay their bills. C'est ça la ligne de crédit. C'est un service que Ripple offre aux institutions financières. S'ils n'ont pas d'argent sur le moment, ils peuvent emprunter des XRP pour faire des paiements transfrontaliers. Ça, c'est un service que Ripple offre aux institutions financières. Came, cut, polished, finished out of Russia. It doesn't have any kind of like microchip inside it. There's no tag, right? It's hard. And that's why this ban is going to be especially difficult to enforce. But the idea behind it is really implementing blockchain technology and ledger systems throughout the supply chain to be able to figure out what's coming from Russia versus elsewhere. And honestly, I think it's actually kind of great because all of a sudden traceability becomes enforced in the diamond industry, which is great. So we can make sure we don't get any conflict diamonds, blood diamonds, and the like. Talk to us about. So it turns out that the G7 is now sanctioning Russian diamonds, and Russian commodities are sneaking their way into the supply chain. So now the G7 is going to upgrade these external laws because there's a catalyst. They want to sanction Russia even further. I'm seeing more and more war rhetoric. I'm seeing it both coming out of the left and the right. So I understand that the left and the right are two wings of the same bird, and they're both looking for the same thing. They're both trying to escalate. Now, I get heat from this every time I bring this up, but it seems apparent to me that that's the agenda. If there's less people and there's a fixed amount of resources, that's the goal. I want less people. Minimiser la population et concentrer les ressources chez le 1% et minimiser la population. Même lui, il dit pareil. C'est l'objectif. Je vous le dis moi aussi, hein. Même Darren, voilà, c'est un gars là aussi, là, tu vois. Même lui, il dit l'objectif, c'est minimiser la population et concentrer les ressources chez le 1%. A fixed amount of resources. 5% off its highs. So fingers crossed, I think we're doing well. Well, I and the audience agree with that. It's always a problem in public policy, and you know this, you've been at the forefront of it. To make something good happen when something bad has occurred, 2008 being a prime example, takes time. And our political system is not set up to give people time. The entire G7 is voting on upgrading their infrastructure to accommodate blockchain so they can know where the commodities came from that came to produce the diamonds, right? And they're going to do this for every commodity. The supply chains are going to get upgraded. And what brought about this? A crisis. Just like Clinton said, every time there's a crisis, we use these crises
to advance. Voilà. Il y a toujours des crises, il y a toujours des événements pour faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Ben, c'est exactement avec Covid. On a eu Covid, on a fait avancer la blockchain, on a fait avancer le système digital. Tout ce qu'on était supposé faire il y a 10 ans, on l'a fait en quelques mois. Donc c'est pareil. Plus ils arrivent au moment où d'imposer la technologie, il faut des crises et des événements qui suivent. Voilà. It's what we're doing. And that, but it has the front-facing people, the obvious establishment, right? The Clintons and the Bushes and those people, but it has the not so obvious establishment. And the mistake many quote unquote conservatives make, many quote unquote people claim they're for working people, the quote unquote liberals, they always will attack the shoulders of their establishment, right? So Bernie Sanders used to, at least, attack Biden. Now he doesn't even do that anymore. And then the Rand Pauls, you know, those kind of guys would attack the McConnells. So the wings always attack the shoulders. And to the average person looking at this, they're like, wow, Rand Paul just really, really gave it to McConnell. But they forget Rand Paul was absolutely silent on many other issues, you know? If you're not making mistakes, then you're not doing anything. I'm positive that a doer. Et ça, c'est la deuxième vidéo, les gars. On regarde. Elle est aussi meilleure que la première. Ça parle toujours de XRP. Nothing in this video should be taken as financial advice. Bull markets are great, but they breed complacency. Bear markets can be energizing. Instead of fretting over the decline in your net worth, think opportunistically about all those bargains and the potential gains when inevitably a bull market returns. Same time, we also work with the guidelines that's currently there. And so I take RippleNet as an example, our cross-border payments network. One of the first things we did with the members of RippleNet was actually work out and say, there's a lot of friction here of moving value from one country to another. How do we help reduce that friction? How do we reduce that cost? And that cost comes from a multitude of different areas. Settlement risk is one that was called out, I think, in the questions. And yes, a bridge asset like XRP can help reduce settlement risk and reduce some of the cost. He's talking about the Global Payment Steering Group, and in 2016, Ripple put out a press release in conjunction with Bank of America, Santander, UniCredit, Standard Chartered, Westpac, Royal Bank of Canada, as well as some players from DTCC, which, if you're unaware, DTCC is like the Fed, but up the stock market. They control all stocks that are out there. So I don't own a stock. DTCC owns the stock. So la DTCC, c'est une chambre de compensation américaine, la plus grande chambre de compensation au monde, la DTCC. This represents the first time that major banks have formulated policies to govern the transfer of money across borders using blockchain. But it's the operational cost, it's the operational friction, it's the compliance. And so what we did was work with our members. We defined a rule book that all participants of the network signed up to. That created a framework for what was a finality of settlement when you settle between two parties on the ledger. We also created a standard that preceded really the G20 and FSB work on looking at harmonizing the data sets for cross-border payments, because we were seeing all of our parties all had differing regulation. They all had, I think, Tom, to your point, they all had an application of it. But when you tried to do a cross-border payment, as an example, they all wanted slightly different information. ISO 222 is becoming the standard. It's probably already the standard now. So Ripple started that standard. They created the rule book. That was the Global Payment Steering Group, RippleNet. And they created the rules on what needs to happen for a payment to happen. And then they had data. So what do they do with the data? They created the ISO 222 standard, which is now being accepted by everybody. So ISO just took Et qui a aidé à créer le ISO 222? Qui a aidé à le créer? C'est Ripple. Parce que Ripple a été le premier membre DLT à intégrer le ISO 222. N'oubliez pas ça. One standard that everybody can use regardless of your geography. Before this, there were Swift MT messages. That was not from the private sector. The private sector came up with ISO standards, and ISO standards are in everything. Manufacturing, supply chain, even toys have ISO standards.
And that comes from the private sector. And it helps standardize the entire industry onto the same format. So the information that they send is always in the exact same format. This is great for artificial intelligence, machine learning, any of the CRM programs. Et c'est bon aussi pour Chainlink. C'est bon aussi pour Chainlink parce que tout à l'heure, la première vidéo, on a vu Chainlink qui est connecté avec Swift. Et pourquoi Swift a choisi Chainlink? C'est pour que les deux banques puissent se partager la même information, pour qu'ils puissent se partager les mêmes données. On ne doit pas avoir une erreur, différentes données dans différents registres et différentes banques. On veut avoir les mêmes données. Et le ISO 222 est une norme pour se baser sur les mêmes données. Tu comprends? Donc tout est relié ici, tout est relié. Tout ce qu'on est en train de voir, que ce soit Chainlink, que ce soit ci, que ce soit ça, tout le monde est en train de travailler pour la même toile d'araignée. Tu comprends? Pour un seul level playing field, pour un seul système. Il n'y a pas de compétition ici. Chacun a son truc précis. Comprenez? They take in this information and it's all ready to go. So we see the next evolution of this, and I'm kind of giving you a very broad brushstroke of how we sort of see things. We see this next innovation of creating this fundamental infrastructure, these platforms that enable new use cases to be built on top of. So when we talk about real world assets, or essentially converting traditional mechanisms and applying them to DLT based solutions, it's how do we help that innovation? And most of it requires a connection of multiple things, maybe a settlement token, maybe an asset token that defines the asset, that has the rules of the road around it. So you can't do one without thinking about it in its whole. And so that's at the heart of everything we're doing here, is to work with regulators. And just to point on the conversation about the divergence, I think we actually see a kind of counter. We see a lot of convergence around defining some common principles and actually setting some boundaries and some guidelines for participants to leverage the technology and to build new business lines. I think there's one or two outlier countries that are still struggling to sort of cohesively form an opinion on it. Yes, we haven't heard much recently from North Korea. A couple of things emerged there. One is that this is actually going to be a very long run development. We need to be looking at decades rather than weeks and months. And secondly, the future is really not going to be about bored apes everywhere. Where do you see, Anthony, the timelines? Some are going to be protracted. I agree, it's definitely not weeks and months. But actually, I think it's small numbers of years of these. But actually, I think il a dit l'adoption, ça va pas se faire en une semaine ou quelques mois, mais c'est un petit nombre d'années. Donc on peut penser facilement d'ici 2030, tout le monde roule sur cette nouvelle architecture digitale qui se met en place. Tout le monde utilise les protocoles qu'on est investi dessus, comme XDC, XRP, etc. But actually, I think it's small numbers of years of these. Crypto lives on the internet. When developers are working, when projects are working together, they meet on Zoom, they move as quickly as possible, 24/7, 365 days a year. This layer of the internet is being built while the internet exists. You know, you can compare this to the dot-com bubble. The problem is that the dot-com problem didn't have the internet. So the next layer of the internet of value, any problem that you throw its way, there's a solution that's being built up. We've gone from zero knowledge proofs, identity, scaling, every single thing that you can think of, there's developers working on that right now, and then they collaborate and put their pieces together like Legos. At the same time, you had Ripple dealing with the incumbents, lobbying, building with the incumbents, building RippleNet, right? Bank of America, the Global Payment Steering Group, that was the initial rules of RippleNet. So they had the feedback of the experts with experts within the banking industry, and they did build this platform that's using fiat and also has the capability of using XRP. So you ask yourself, when is XRP being used? Well, I would argue that it's being used now. It's just how much liquidity can XRP handle?
And that's why Ripple is pushing for AMMs now. Because of changing US regulation, Basel. Voilà, c'est pour ça les AMM sont importants ici. Pour de la liquidité. Donc XRP se fait utiliser en ce moment même. Mais est-ce que la liquidité elle est puissante? Non. Donc tous les gens qui demandent pourquoi XRP ne pompe pas, pourquoi, c'est parce qu'on est encore en train de travailler et en train de construire l'interopérabilité entre différents systèmes existants et blockchain, etc. pour que cette liquidité puisse circuler sur tous les réseaux. Vous comprenez? C'est ça le but. Et les AMM sont très importants ici parce qu'on va créer de la liquidité qui va circuler dans tous les réseaux et que tout le monde pourra utiliser pour des actifs tokenisés, pour des règlements instantanés, etc. etc. Changes that you'll have to go through? Well, the most significant thing with Basel and what's going on in the United States is a proposal to significantly increase capital requirements for the largest banks. Tu vois? Donc, le truc le plus important ici, c'est augmenter les fonds propres des plus grandes banques et augmenter aussi les fonds propres de toutes les banques et institutions financières. Parce que les banques prennent beaucoup de risques, mais elles n'ont pas de fonds propres. Pas beaucoup de fonds propres, pas beaucoup de capitaux, pas beaucoup de réserves. Donc quand il y a une crise qui vient, c'est la merde. Je vous l'ai expliqué 20 millions de fois ce truc-là. Une crise de liquidité. Donc pour empêcher la crise de liquidité, il faut se baser sur certains protocoles qui débloquent de la liquidité, déplacent de la liquidité et créent de la liquidité. Pour que ces banques-là puissent faire ce qu'il faut pour toujours avoir des meilleurs fonds propres, des meilleurs capitaux et des meilleures réserves. Ça, je vous l'ai déjà dit, ça les gars. That I will say somewhat bizarre. C'est pour ça que utiliser XRP est la meilleure solution, la seule solution pour que ces banques mondiales puissent respecter les exigences de fonds propres, de capitaux et de réserves, en éliminant les comptes nostro-vostro et d'autres choses. Really is a response to problems that happened with regional banks in March. We believe that it is an unwarranted proposed increase, and not only because it causes us to have to hold more capital, but we believe it really will have a material impact on the amount of lending that U.S. companies can do generally, which is not a good thing when the economy is in more or less a precarious position, even though remarkably resilient. And it also pushes more activity, lending, and financial intermediation out of the banking system and into non-banks. And we don't think that's a good thing. We don't think it's a necessary thing. Our banks, our largest banks, including Citi, are very strong from a safety and soundness perspective in terms of capital levels, liquidity levels, and this is just unwarranted to have this huge excess amount of capital. The new Basel requirements are clamping down on the banks. And this is what I've been talking about. Voilà, la nouvelle... même lui, il l'a dit, mais même moi, je vous l'ai dit. Je vous ai parlé de ça, je pense, en été 2023 de cette année. Le Basel 3. Le Basel 3, même Michael Barr, l'ancien employé de Ripple qui est devenu le vice-président de la Réserve fédérale, il a parlé de Basel 3 et des exigences des fonds propres et des capitaux et des réserves que les banques doivent respecter. Je vous l'ai dit ça les gars, je vous l'ai dit. Avant même que lui fasse sa vidéo, je vous l'ai dit. Basel 3, pour qu'il se fasse respecter, il faut trouver des solutions, il faut proposer des solutions à ces banques de chercher de la liquidité, de trouver de la liquidité sans qu'ils bloquent de la liquidité en fait. Donc ils doivent utiliser cette liquidité là qui est bloquée dans les comptes nostro-vostro. Ils doivent utiliser cette liquidité là qui utilisent pour déplacer de l'argent ou n'importe quelle valeur de point A à point B. Malheureusement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc il y a beaucoup de friction, beaucoup d'intermédiaires. Donc comment on fait pour que ces banques respectent le Basel 3? On doit leur mettre en place des protocoles qui vont leur déplacer de la liquidité, créer de la liquidité et débloquer de la liquidité pour que ces banques puissent respecter les exigences de Basel 3, avoir des fonds propres, des capitaux et des réserves. Vous voyez les gars? C'est inévitable les boys, c'est inévitable. About all along about the capital requirements with stable coins, right? You over collateralize a stable coin, you collateralize it with more debt. That's treasuries. So what Circle is doing is a huge, huge benefit to the government.
the government gets to print money, and those are treasuries, and Circle grabs the treasuries and puts it into a token, and that's USDC. So these capital requirements, the banks were getting away with 7% per token, or not even, sometimes lower than that. But right now, I'll just say 7%. So they got to back a token with 7%. Now these capital requirements are raising the bar higher and higher. That means that they have to eat up the debt that the government's printing. So they're making it harder and harder for banks. And if you know anything about TA, just look at some of the bank's charts. I mean, everything looks like it's about to implode. Nothing looks bullish. Everything's back down to its 2008 levels. This looks like a very, very bad situation for the banks. So like I've been preaching on my channel, there are no outs. This system comes to an end, period. Before it comes to an end, there's going to be strange things that happen, like what he just said. The capital requirements get to a bar where you can't even do business as a bank because it's not worth being in business. Think about that. That's what the government does. It puts up these barriers where you can't even be in business because you need to be a mega bank to do this. So that's where we usher in central bank digital currencies, or we get, a few banks to issue stable coins, whatever they're going to do. This is a symptom of that. So pay attention. All the companies here are happy to do whatever regulators require. And they may set a really high bar, and we will meet it. And that'll be fine. The challenge we are going to have on the other side is, actually all three of our companies were relatively small just 10 years ago in the landscape of things. And we're now big enough that we can afford some of this. But if we aren't careful, we're going to knock out the innovators. And there's going to be new innovators, right? Every company goes through this. So we need to apply new rules rather than the existing rules. And this is difficult because sometimes regulators hear this and they think that you don't want to obey the rules. That's not the truth. That's not what I'm trying to say. What I'm trying to say is the existing rules will by definition, by having the surveillance, by having the teams required just to get started, prevent new innovation from happening. The markets are forward-looking, and the markets have determined which projects are going to be here for the long run. And Ripple is one of those projects. It's over $1 billion market cap. XRP's market cap is a multi-billion-dollar market cap, and they own something like 48 billion XRP. So they're not going away unless crypto goes away. And whatever rules get thrown at the crypto world, there's going to be a few key players that are able to adapt to anything because they have the resources to adapt to it. But when I talk to smaller projects that are creating cooler and cooler things, they don't have such an easy time with capital. I mean, Ripple was able to throw large parties. It was able to host huge events. That doesn't happen with every crypto project. A lot of crypto projects have tight budgets, and they have developers that donate their time. And that's how the projects get started and moving. Consistency and joined up thinking around this. So again, calls for standards and governance and global cooperation is also critical here. Otherwise we end up with walled gardens. I don't know any more than that at this stage, other than we're talking to a whole host of different industry participants who are all looking at how could tokenization and this underlying technology benefit their industry. Every industry is going to be impacted by blockchain technology. This is going to significantly impact the world, the economy, every single aspect of everybody's life. This is going to change. People are not realizing the impact that a value or a trust layer of the internet will have. But it has immense impact. And this is just getting started. You're just starting to see what the potential is. The real innovation, the real outside of the box thinking hasn't even occurred yet. We're just linearly moving forward. And those abstractions of things that come, those inventions, are going to take it to the next level, and the next level, and the next level. We have just started. Again, I cite back to the sort of late 90s. We don't
we didn't know what the internet would do for us then. We kind of had an idea. I think if I look at it first and foremost, the XRP ledger and the CBDC ledger was designed first and foremost to be a payments rail, essentially. The last leg of a bull market always ends in... Tu vois, t'as vu à la fin qu'est-ce qu'il a dit? Le gars de Ripple, il a dit, je pense, attends, tac, il a dit quoi? I think if I look at it first and foremost, the XRP ledger le XRP Ledger and the et CBDC ledger was le CBDC Ledger, donc la plateforme CBDC de Ripple que les gouvernements, les banques centrales vont utiliser, et le XRP Ledger first and foremost to be a ont été conçus avant tout pour être rail. Des autoroutes de paiement. Voilà. Des autoroutes de paiement. Dans ces autoroutes de paiement, on peut utiliser des Ferrari, des Bugatti, comme XRP, pour faire déplacer n'importe quelle valeur de point A à point B. Comprenez? Donc c'est vraiment des rails de paiement, le CBDC Ledger, que les banques centrales vont utiliser, et le XRP Ledger en tant que tel. C'est pour ça que moi je vous dis que le XRP Ledger sera le point central, tout en étant décentralisé, mais le point central où tout le trafic du monde entier va passer dessus. Donc voilà les boys, je vous laisse tranquille. Une vidéo de 1h45 minutes, putain, je m'attendais même pas à faire cette vidéo de ce samedi-là comme ça. Mais bon, j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez quand même soutirer des choses pour améliorer, des informations de cette vidéo qui vont améliorer votre compréhension du XRP et de Ripple. Donc voilà les boys, je vous souhaite un merveilleux week-end. N'oubliez pas que ce soir, je serai en stream sur le Discord avec Adoki. Et sinon, je vous souhaite un merveilleux week-end. Prenez soin de vous la famille et on se voit lundi pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao.